J'avais refusé le costume de Hitler pour un défunt. J'ai plus d'une fois accompagné des couples dans l'accouchement d'un bébé qui était décédé dans le ventre. Je pense à mon tout premier suicide. C'est un monsieur qui s'est mis un coup de fusil dans la tête. Donc il y avait littéralement plus de tête. Il a fallu qu'on ramasse les morceaux, etc. L'état des maternités aujourd'hui en France... On se dit, mais on n'est rien en fait. On n'est pas du tout considéré. Ouais. On vient de dépenser beaucoup d'argent dans cette clinique pour être soigné. Mais du moment qu'on décède... J'ai peur de la mort. Vrai, Vrai. Mon métier est tabou. totalement. Parfois, J'ai déjà été dégoûté par ce que j'ai vu dans mon travail. Vrai. faux. Moi, c'est Sabrina Berenguer-Sali. Je suis conseiller funéraire, maître de cérémonie et dirigeante des pompes funèbres de France à Montauban. J'ai 33 ans. Je suis très contente d'être là pour le Crayon Média. Mourir coûte cher. Vrai. Vrai. Parler de la naissance est plus facile que de parler de la mort. Vrai. Mon travail est essentiel. Vrai. Vrai. Eh bien, je m'appelle Charline, je suis sage-femme, créatrice de contenu, autrice aussi du livre Le Grand Guide de ma grossesse sereine. Les femmes ont un lien plus fort avec leur enfant. Vrai et faux. Vrai et faux, ouais. Je suis d'accord. Tout le monde est bien préparé à devenir parent. Faux. La société valorise davantage les débuts de la vie que la fin. Oh, vrai. Vrai. Ma famille a déjà eu honte quand je parle de mon métier. Vrai. C'est déjà arrivé. Vrai. Enfin, pas de mon métier, mais plutôt d'expérience. Les émotions ne doivent pas interférer avec mon travail. Faux. Je suis respecté pour mon métier. Vrai. Vrai et faux. Je crois en une forme de vie après la mort. J'aime y croire, mais je sais pas Ouais. si j'y crois. C'est pareil. J'aime y croire, mais tant que je vois pas, je sais pas. On peut choisir de la mort comme on décide de donner la vie. Vrai. Je pourrais faire le métier de la personne en face de moi. Vrai. Je pense que je pourrais le faire, mais je suis pas sûre de tenir longtemps. Selon vous, en quoi consiste le travail de la personne qui vous fait face ? Le métier de Sabrina, je pense que ça doit être un métier plein d'imprévus. Je pense que ça doit être un métier où elle doit être confrontée quotidiennement à des familles endeuillées, tristes, qui doivent prendre des décisions et qui sont pas du tout en capacité de les prendre. Elle est en contact littéralement avec ses mains, avec des personnes décédées. Et ça doit demander énormément d'empathie. Alors, ce que j'imagine du métier de Charline, c'est qu'elle accompagne des femmes pour mettre au monde des petits êtres, qu'elle est là dans un métier humain aussi, et bienveillant, doux, apaisant. Et elles font un métier qui est extraordinaire, mais elles sont confrontées à la vie au quotidien, mais je crois que pas que finalement. Et alors en réalité, en quoi consiste votre travail ? Charline, est-ce que le rôle des sages-femmes se limite à l'accouchement ? Pas qu'à l'accouchement, comme tu l'as dit, l'avant, effectivement, le suivi de grossesse, les échographies. L'après aussi, on fait aussi du suivi gynécologique. Donc, prescription de contraception, discussion des premières règles de la sexualité pendant l'adolescente. On accompagne aussi des femmes ménopausées. Et on est habilité aussi à faire des interruptions volontaires de grossesse, donc des IVG. D'accord. Et après, selon les sages-femmes, soit on exerce donc en libéral ou à l'hôpital, donc soit dans notre cabinet, soit dans une structure. Et après, chaque sage-femme choisit soit de faire tout le panel de notre champ de compétences, soit de, par exemple, faire que des échographies obstétricales, mais plus du tout de consultation, soit de faire que du suivi gynécologique, de l'accompagnement d'IVG, mais pas du tout de suivi de grossesse. Ok. Donc aujourd'hui, il y a des sages-femmes qui n'accompagnent plus du tout des grossesses et qui sont Ok. quand même des sages-femmes. Et des sages-femmes qui font un peu de tout dans notre panel. Plus gros cliché sur mon métier de sage-femme, je pense que c'est le plus beau métier du monde. Ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois, c'est très dur. C'est quand même pas tout à fait faux, mais c'est pas 100% vrai non plus. Également, qu'on n'est pas un métier médical. On a tendance à penser que c'est un métier. Parfois, on m'a déjà demandé s'il fallait le bac pour être sage-femme. Or, c'est un métier médical avec de grosses responsabilités. Et enfin, et ça va, je trouve, avec le deuxième, que c'est juste un truc de meuf, quoi. Des petites histoires de meuf, que c'est pas quelque chose de très sérieux, alors que c'est la base de toute notre existence, quand même. J'ai accepté de venir aujourd'hui parce que je trouve que c'est un sujet hyper intéressant en tant que sage-femme. On pense que je ne suis confrontée qu'à la vie, mais c'est pas le cas. Et forcément, mon métier, de par la proximité avec la vie, mais aussi avec la mort, m'a beaucoup fait réfléchir. Et je trouve ça hyper intéressant d'en parler avec quelqu'un qui est plus confronté à la mort qu'à la vie. Sabrina, en réalité, En réalité, mon métier, en effet, comme tu l'as dit, c'est d'accompagner les familles dans les pires moments de leur vie, à savoir dans tout ce qui est démarche administrative, organisation d'obsèques, mais pas que. Moi, c'est un métier qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on ne pense. C'est-à-dire que je m'occupe aussi des transports de corps,
quand le décès survient, que ce soit sur la voie publique, dans des domiciles, dans des milieux hospitaliers. Je vais chercher les corps sur les lieux de décès, je monte les cercueils et je suis aussi maître de cérémonie. Donc moi, j'accompagne mes familles jusqu'au bout. C'est-à-dire que le jour de la cérémonie, quand c'est pas des cérémonies religieuses, c'est moi qui officie. Voilà. Et je fais aussi beaucoup de soutien psychologique, c'est-à-dire que j'accompagne pas mal les familles. Elles reviennent souvent boire le café avec moi quelques semaines, quelques mois après ou quelques jours suivant les obsèques, ne serait-ce que pour discuter. Et j'ai un accompagnement assez humain. Et non, on ne fait pas que parler d'argent. Chaque entreprise ne fonctionne pas de la même façon. En tout cas, pour ma part, c'est on travaille d'abord et on parle d'argent après. Je peux pas me permettre de recevoir une famille et de leur demander un gros chèque dès le départ, sachant qu'ils viennent d'apprendre la pire nouvelle de leur vie. Et c'est pas comme ça que je vois le métier. Et je Parce me doute que ça doit justement Ouais. pas être simple, cette C'est partie pas du métier non simple plus. cette partie parce que du coup, automatiquement, on passe pour des personnes Ouais. qui gagnent de l'argent sur le dos des morts, Oui. mais on reste un métier, on Bah travaille, oui. on passe des heures et des heures, des jours sur des dossiers. Donc c'est vrai que c'est un métier assez complexe qui est difficile physiquement parce qu'on n'a pas que des personnes qui font 40 kilos des fois, qui est difficile psychologiquement. On a des charges, on a des salariés, voilà, donc c'est un métier qui demande énormément d'investissement. Donc oui, ça coûte de l'argent. Bah ouais. Et voilà. Après, l'argent vient souvent sur le tapis, quoi, c'est sûr. Ça coûte combien à peu près un enterrement, une des funérailles? Alors, des funérailles en France, en moyenne, il faut compter 3 500, 4 000 €. Voilà. Après, ça peut être moins suivant ce que la famille souhaite, plus, toujours pareil, suivant les Oui. volontés et ce que la famille souhaite, ouais. Les plus gros clichés qu'on peut avoir sur mon métier, c'est que je suis une escroc, que je prends plaisir et je suis heureuse d'enterrer les gens parce que ça me rapporte de l'argent, donc voilà. Les plus gros clichés, c'est qu'on est sans cœur et gothique et qu'on boit du sang, qu'on dort dans des cercueils et les plus gros clichés, c'est que en tant que femme, j'ai pas trop ma place. Qu'est-ce que j'attends de cet échange, en fait? D'apporter 2 visions différentes, celle de la vie, mais celle aussi de la mort. Et je trouve toujours intéressant de pouvoir échanger avec des personnes, découvrir de nouvelles choses. Je suis quelqu'un d'assez curieux et pour moi, c'est important de pouvoir dialoguer autour de nos métiers, de métiers qui nous passionnent mutuellement. Et pour moi, l'échange, en fait, c'est la base, la communication, pouvoir partager des choses et des univers qui sont différents, mais à la fois, ils se rapprochent quelque part. Donc, je trouve ça super de pouvoir communiquer au travers des réseaux, au travers de nos voix et de notre image sur les métiers qui nous passionnent et qui sont essentiels. Et bon, c'est un cliché, on ne croque pas les morts à l'orteil. Non, ça c'est un gros cliché, on croque pas les orteils des morts. Je déteste les pieds, je l'ai déjà dit plein de fois. J'ai horreur de ça, mais clairement. Et non, on croque pas les orteils. En fait, ça c'est un mythe qui date de l'époque, quoi. Vous auriez une anecdote inattendue pour illustrer ce qu'on ne sait pas de votre métier, chacune? Oui. Souvent, quand on pense sage-femme, on pense justement à la naissance. Et de par ce qu'on aborde aujourd'hui, forcément, l'anecdote qui me vient en tête, c'est que je suis également confrontée à la mort. Et forcément, c'est pas qu'une anecdote, mais j'ai plus d'une fois accompagné des couples dans l'accouchement d'un bébé qui était décédé dans le ventre. Et donc, il y a tout aussi ce côté de mon métier auquel on pense pas, qui est de tenir dans ses mains un bébé décédé, de l'habiller, de le présenter aux parents, d'en discuter avec eux, de parler de la suite aussi. Et ça, c'est les parties les plus marquantes. Et bien évidemment, il y a ce qui est pas palpable par nous, mais tout ce qui est autour des grossesses qui s'arrêtent naturellement, ce qu'on appelle communément les fausses couches. Et qui se charge de la dépouille d'un enfant mort prématurément? Est-ce que c'est la sage-femme? Est-ce qu'on fait justement le lien ensuite avec, un funeral planner? Bien, quand il y a un couple qui accouche d'un enfant qui est décédé, les premiers soins, c'est nous, les sages-femmes, qui les faisons. Après, si on connaît ou pas la cause, du décès de l'enfant, parfois, il doit d'abord partir, dans le service d'autopsie, si les parents le souhaitent, dans l'hôpital. Et après, c'est l'hôpital qui met en lien avec,
le service mortuaire de l'hôpital et j'imagine qu'ensuite ils font le relais avec toi? Pas tout le temps, Pas toujours? ouais, parce que, alors je Selon sais le pas désir si des parents? toi ça fonctionne comme ça, mais il y a certains hôpitaux qui sont, habilités de carré d'ange qu'on appelle. Oui, tout à fait. Donc en fait, la crémation des bébés mort-nés, nécessite pas l'intervention de pompes funèbres, mais il y a des services qui sont habilités directement dans les, Ouais, maternités de ça, ouais, de cette oui, tout possibilité à fait, de prendre en effectivement. charge le bébé, ouais. Oui et c'est ce qui fait qu'ensuite ils ont on Et leur du donne un lieu où ils peuvent se C'est recueillir, ça, ouais. et du coup, à moindre coût pour les familles parce Oui, qu'automatiquement, c'est pris en charge, ouais, et ouais, mais ça arrive que nous, en tant que pompe funèbre, on soit amenés, oui. à procéder à des obsèques d'un bébé, mort-né, et ça arrive assez souvent, et mais c'est suivant les volontés des familles, quoi. Ouais. Dans le cadre d'une interruption volontaire de grossesse, est-ce que ça vous est déjà arrivé, d'avoir, une famille qui veut justement procéder à une forme de cérémonie, pour, ce qui aurait pu devenir, un enfant? C'est important pour moi de dissocier, interruption volontaire et interruption médicale de grossesse. Une IVG, c'est vraiment, ce qui est encadré par la loi. Une IVG, c'est vraiment ce qui est encadré par la loi, ce qui peut être fait jusque, 12 semaines et dans ces cas-là, généralement, enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais connu de couple qui souhaitait, se recueillir parce qu'ils ont du mal à projeter comme un futur enfant Ouais. justement parce que c'est avant ce seuil de projection-là, ce qui est différent d'une interruption médicale de grossesse qui peut être fait, tardivement, parfois même à 7 mois de grossesse si on découvre une anomalie extrêmement grave et là, c'est différent parce qu'effectivement, il y a un côté, volontaire dans le sens que c'est un choix final des parents, mais la réalité, c'est que jamais ils auraient voulu prendre cette décision médicale et donc dans ces cas-là, effectivement, ils ont le choix, comme lorsque la grossesse s'interrompt sans le choix des parents, de faire des obsèques, pour cet enfant. Est-ce beaucoup les femmes qui portent la famille et l'organisation des funérailles et des naissances? Ou est-ce que c'est un rôle où vous voyez qu'il y a une forme d'égalité des genres de plus en plus? Pour ce qui concerne des obsèques, c'est vrai que plus de femmes organisent, les obsèques. Je sais pas pourquoi. Peut-être, ce côté, maternel où on a envie de diriger, où on a l'habitude de gérer et la maison et le travail et les enfants, donc les obsèques, on les prend en charge aussi. Heu, Peut-être que, inconsciemment, elles sont beaucoup plus, à l'aise avec leurs émotions aussi, et elles ont plus de facilité à gérer ces émotions-là. Mais après, ça reste assez quand même, pour ma part, du 50-50. Allez, je dirais plus 55-45 pour les femmes, du coup. C'est pas mal déjà, Ouais. franchement, je pensais pas que tu allais dire que ça se rapprochait du 50-50. J'étais déjà en train d'imaginer, Ouais, dans certaines familles des je me dis parce que je me disais c'était pour pour les pas pères trop offusquer les messieurs. on peut dire les choses. Ouais, parce que je me disais que les femmes aussi vivaient plus longtemps donc mais au bout d'un moment, Aussi. si on parle des décès, des personnes âgées, et que c'est les enfants, par exemple, qui doivent gérer, si c'est une fratrie mixte, Mmh mh. ça va plus souvent être les filles que les fils ou ils vont faire ça, Alors, soit ensemble, soit souvent, c'est quand même plus les filles. ouais. Ouais. Eh oui, eh oui, on est trop fortes. Ouais, bon, bah, moi, dans la grossesse, c'est clairement, pas 50-50, même si ça évolue et que de plus en plus les pères prennent leur place. Il y a quand même encore beaucoup ce mythe de l'instinct maternel qui fait que à la naissance, ce que la mère apporte, de toute façon, en gros, le père ne pourrait ne pas être là, ça changerait rien. Ce qui est faux, pour l'équilibre de l'enfant, pour l'équilibre de la famille, pour l'équilibre, de cette mère. D'ailleurs, quand, c'est des couples de 2 femmes, j'observe moins cette différence. Je trouve plus d'équilibre et de présence des 2 membres. Je pense qu'il y a quand même, enfin je pense, les chiffres le montrent, en fait, aujourd'hui, on est on vient tous de la même société où on a quand même grandi avec ce modèle effectivement des femmes qui sont plus à l'aise avec leurs émotions, donc c'est même si ça évolue, c'est encore le cas et je pense que c'est, plutôt sain, en fait, de s'en rendre compte en tant que femme et aussi en tant qu'homme.
de voir d'où on part. Mais c'est sûr que le fait aussi qu'il y ait cette pression de la société davantage sur les mères que sur les pères, si je parle des couples hétéros, fait que de toute façon, en fait, dès l'enfance, on attend ça des mères et donc forcément, quand elles sont adultes et qu'elles perdent leurs parents, bah, ça va souvent plutôt être la sœur Ouais. qui va gérer parce que c'est davantage ce qu'on attend aujourd'hui des femmes et je pense que si ça énerve des personnes d'entendre ça, bah, c'est que soit elles ferment les yeux sur la population générale parce que ce qui se passe dans chez nous, c'est pas forcément ce qui se passe dans la société, mais c'est Sûr. quand même une tendance qui existe, qui s'améliore, Mmh mh. mais qui existe. Sabrina, tu as une anecdote pour illustrer ce qu'on sait pas de ton métier? Un truc un peu insolite? Alors, une anecdote sur mon métier, j'en ai plein à vrai dire, mais je pense qu'il y a trop de gens qui ne savent pas qu'ils ont le droit d'organiser leurs propres obsèques et de prendre leurs propres décisions pour ces obsèques-là. Des fois, des décisions un peu plus loufoques que d'autres. J'ai eu, une demande, bon, je vais la redire encore celle-là aussi, mais parce qu'elle est tellement drôle. J'ai eu une demande d'une dame, qui voulait partir avec ses sextoys dans le cercueil, quoi, et elle me l'avait demandé de son vivant et je trouve ça fou et les gens ne savent pas qu'ils peuvent demander des choses. Bon, tant qu'on respecte les lois, moi je valide, quoi, mais on peut faire plein, plein de choses. On peut avoir droit au cercueil coloré et tout ça et les gens, ils se disent: «Non, il faut qu'on reste traditionnel, on n'a pas le droit à ci, on a» non, après voilà, c'est aussi notre métier d'être force de proposition et de discuter avec les familles ou tout ne serait-ce que de les écouter et de se rendre compte, beh, que le défunt, par exemple, beh, il aimait le bleu. Ah beh, pourquoi pas un cercueil bleu? Et à nous aussi d'être Mmh. présents et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant qu'ils ont droit à faire beaucoup de choses, originales. On va Mais dire ça comme ça. je me demandais quand tu dis: «Ils ont le droit de faire des choix», est-ce que Mmh. si on perd un proche, Oui, on a le droit de pas faire appel, à des pompes funèbres et genre de l'enterrer au fond de son jardin? interdit. OK. Surtout pas. Surtout pas. Malheur. Non, non, les services funéraires sont les seuls à être habilités à prendre en charge des défunts. Donc oui, il faut faire appel à eux. OK. Sinon, il y a la police qui vient? Ah, je sais pas ce qui se passe après, mais j'ai pas envie de savoir. Franchement, j'ai pas envie de tenter l'aventure, hein. Quand je vois que des fois, pour des dispersions de cendres, les amendes, elles sont Et extrêmement oui, salées. Pour des dispersions de cendres sauvages, je précise. oui. Donc j'ai pas envie de tenter, le fait d'enterrer mon propre défunt comme ça, ouais. Il ressemblerait à quoi tes obsèques à toi, Sabrina? C'est rigolo, mais on me le demande assez souvent, mais moi, je sais exactement ce que je veux. Moi, je rêve d'obsèques, style, candlelight. Je sais pas si tu vois ce que Ouais, c'est? tout à fait. Ouais. J'adore les bougies, mais vraiment, si vous voulez m'offrir, un cadeau, me faire plaisir, offrez-moi des bougies et des fleurs. J'adore les bougies, donc j'aimerais qu'il y ait plein, plein de bougies autour de mon cercueil. Un cercueil dans les tons violet peut-être ou blanc, des couleurs, j'aimerais bien de la couleur, donc des fleurs dans les tons pastel, violet, bleu, jaune, vert, plein, plein de fleurs partout, de bougies, beaucoup de musique parce que je suis passionnée de musique, mais des musiques, vraiment un peu épiques, Hans Zimmer, tout ça, je veux une longue cérémonie et mon rêve, ce serait de pouvoir enfin, officier à ma propre cérémonie. Tu te serais enregistrée en amont? Ouais, c'est ça. Mesdames, messieurs, vous êtes rassemblés aujourd'hui pour mon enterrement. Est-ce que tu as Bienvenue. déjà enregistré cette vidéo? Non, non, je l'ai pas fait. J'ai pas encore tenté le truc, j'ai trop peur, quoi, que Je ça me comprends. porte malheur. Mais franchement, je trouvais ça enfin, ça me ressemblerait, quoi. Charline, il ressemblerait à quoi tes obsèques? Moi, ça fait longtemps, tiens, que j'y ai pas réfléchi. Je trouve ça assez inspirant ce que tu partages, Sabrina. C'est drôle, quand j'étais ado, je voulais à tout prix que ce soit, la chanson, justement dans l'enterrement dans Sex, Intention. Je crois que c'est Color Blind, que j'adore, mais en fait, elle est hyper deep, hyper triste. Je pense qu'aujourd'hui, je voudrais quelque chose de plus léger. Je voudrais quand même que les gens fassent des beaux discours en disant pourquoi ils Ouais, m'aimaient, quand même. ouais. Et j'aimerais dans leur discours qu'ils parlent plus de qui j'étais que de ce que j'ai fait. Ça compterait beaucoup pour moi. Et j'aimerais qu'il y ait une blague nulle à la fin de chaque, discours. Parce que j'adore les blagues nulles, j'adore ça et vraiment, j'aimerais surtout que
que mes proches se sentent pas mal à l'aise de se marrer souvent après quand ils se rejoignent. C'est vrai que c'est souvent des moments où les proches se retrouvent et il y a Oui, des souvenirs et on se marre et bien sûr. parfois on est mal à l'aise de se dire ah là là, on rigole, mais quand même. Et moi, franchement, si ça permet à des gens de se voir, de se souvenir avec joie et de se marrer, je serais trop contente. Et justement, si ça permet à certaines personnes qui se sont pas vues depuis longtemps de se revoir et de reprendre contact et de Mm, mm. peut-être aller boire des coups ensuite, enfin, Ouais. voilà, je Bon, serais après, c'est contente. quand même mieux de faire ça de son vivant avec la personne. Je le dis trop souvent. On est d'accord. C'est bête de se voir que pour les enterrements C'est aussi, mais vrai. bon. C'est important de leur dire, ouais. Du coup, inhumation ou crémation? Inhumation, ça veut dire, Dans la terre ou dans un caveau de famille, moi, dans la terre. ouais. Et la Enfin crémation, quoi c'est être enfin brûlé, quoi, ouais. je ouais, j'ai du mal à imaginer autrement. Je comprends, Mmh. ouais, non, non, dans la terre. OK. Mais peut-être, enfin comme j'ai pas beaucoup réfléchi, peut-être, je sais que maintenant il existe des trucs biodégradables, ce genre Oui. de choses, peut-être quelque chose comme ça, mais ouais, pas, Un et toi? enterrement un peu plus Ah écolo. oui, toi tu as dit ça oui, mais toi tu Ouais, moi, préférais je quoi? voudrais une crémation. Donc crémation, Ouais, incinération? ouais, OK. c'est ça. Alors, on dit incinération en Belgique, mais en France, l'incinération est vraiment, considérée pour les déchets et on dit crémation pour les OK. voilà, Bah, pour merci, j'avais pas les termes, voilà. Mais du coup, voilà. Non, donc crémation. Ouais, plutôt crémation, ouais, ouais, ouais. Mais une très, très longue cérémonie, qui est beaucoup de musique, beaucoup de discours, Et pourquoi crémation plutôt que, j'ai plus le mot technique pour dire, inhumation. ouais. Hem, Franchement, je saurais pas dire. Je pense que je préfère être brûlée que, comme toutes les familles me disent, qu'être mangée par les vers. OK. Voilà, c'est un choix très personnel, mais c'est vrai que j'assiste de plus en plus à des crémations. C'est quelque chose qui prend de plus en plus, hem, de pourcentage, des obsèques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, dans mon entreprise, je suis à 52 de crémation. Ah ouais. Donc c'est vrai que ça prend de plus en plus d'ampleur et je les vois, les cérémonies pour les crémations sont totalement différentes que des cérémonies d'inhumation. C'est plus dur, non, l'inhumation? Oui et non, en fait, Enfin plus les dur, 2 ça se sont compare très, pas, très mais ouais, bien sûr, les 2 sont très difficiles, mais disons que dans les crématoriums, on a la possibilité de faire des choses beaucoup plus laïques et personnalisées, OK. on va dire, que si on passe par l'église, si on reste dans ce processus d'enterrement traditionnel église-cimetière, où c'est moins personnel. OK. Après, on peut toujours faire des obsèques au cimetière très personnalisées sans passer par l'église. Ça c'est le top aussi. Mais ouais, moi j'aime bien le côté crémation parce qu'il y a un côté neutralité aussi laïque qui fait que OK. voilà. On n'a pas le droit de conserver une urne à domicile? Alors l'urne à domicile depuis 2008, c'est interdit. Ah ouais, Ouais. tous Ouais, ces ouais, ouais. films où tout le comique est basé là-dessus. Oui. Non, non, on peut plus faire de château de sable avec mamie, non. Ou mettre l'urne de papy, en bout de table, non, non, ouais, c'est interdit de garder les urnes à domicile maintenant, ouais. Vous avez un conseil pour ceux qui restent? Comment est-ce qu'on se prépare? À quoi? À la naissance ou à la mort? Bah, les 2. Comment on se prépare à la mort? Je pense qu'on peut jamais vraiment s'y préparer à 1000. Heu, à titre personnel, moi, ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est la mort de mon père. On a vécu le cancer avec lui, on était préparés quelque part. On savait, que malheureusement il n'en sortirait pas vivant, mais le jour où le décès est survenu, on s'est dit: «Bon», on savait que ça allait arriver, mais quand ça arrive, on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt. Alors, le seul moyen d'appréhender un peu mieux cette étape-là, je pense que c'est d'en parler. D'en parler avec ses proches, avec ses amis, autour d'un verre, d'essayer de rendre le sujet un peu moins, lugubre, c'est-à-dire autour d'un verre: «Ah ouais, oh, moi j'aimerais trop un cercueil rose avec des paillettes», essayer d'apporter un petit peu de convivialité à la discussion, pas la plomber non plus en disant: «Ah, tu vu, hein, si je meurs, il y aura plus ça». Non, l'apporter d'une façon différente et surtout d'en parler. Je trouve que c'est super important. De toute façon, la naissance, c'est pareil, il faut en parler, hein.
un sujet Complètement. de communication. Complètement la naissance et moi je pense que pour appréhender cette transition, c'est justement de se souvenir que l'accouchement en tant que tel n'est qu'une transition. Mmh. On se prépare presque plus à l'accouchement qu'à la parentalité, alors qu'en fait, l'accouchement n'est que la porte vers la parentalité. Grande porte, porte challengeante, certes. Hem, je pense que, comme tu dis, en parler pour, savoir qu'il y a une multitude d'histoires, une multitude des possibles. Mmh, mmh, mmh. Ne pas oublier aussi que les histoires qu'on retient le plus sont souvent les plus dures et que vraiment, majorité des accouchements se passent extrêmement simplement. Hem, je pense que dans le cadre de la naissance, de la parentalité, pour le coup, l'information, après chacun bien évidemment sa personnalité, mais souvent l'information rassure. Là où on pense que je préfère ne pas savoir et y aller les yeux fermés, à part si on a une très forte capacité, d'adaptation et c'est le cas de certains et dans ces cas-là, bah, Tant vraiment mieux. qu'ils se fassent confiance. Mais quand même souvent, il y a beaucoup de craintes et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, presque la préparation à l'accouchement et à la parentalité, c'est redonner confiance aux couples sur leur capacité, à traverser. C'est, épreuve dans le sens, challenge, pas forcément épreuve, c'est Ouais, hyper bien sûr. difficile, plus dans le sens, tiens, c'est quelque chose que je ne connaissais pas et que j'affronte aujourd'hui. Hem, avoir confiance en soi, savoir connaître ses forces pour savoir rebondir. Ne pas oublier que tout passe, mais qu'en attendant, quand c'est difficile et là, je parle de choses, plus simples, hein, je parle pas d'un décès, je parle, juste des moments difficiles, de l'accouchement, de la Mmh. parentalité, bah, en fait, que ça peut être dur. Je pense qu'il y a vraiment une part d'acceptation que, même si la naissance, ça se célèbre et c'est joyeux, quand on accepte qu'en fait, nous sommes des êtres humains et on peut vivre et la joie et la peine et la simplicité et la difficulté en même temps, que ça ne se soustrait pas, on accepte davantage d'être ambivalent, d'être parfois même contradictoire, de passer de l'un à l'autre, hem et de pas, ni avoir honte de ce qu'on vit, ni avoir honte de ce qu'on ne vit pas. Par Mmh. exemple, ne pas tomber follement amoureux, de son enfant dès qu'il naît. Je suis Heu entièrement d'accord. et je pense que c'est toutes ces informations-là, plus que, comment pousser, Mmh. qui sont importantes pour se préparer à la parentalité. D'où le fait de parler, parce qu'il Exactement. y a trop de gens où c'est toujours pareil, même ça, la naissance, je trouve que c'est tabou quand même, quelque Oui, part, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne disent pas, quand qui ne ça va parlent pas. pas Oui, du post-accouchement, exactement, de postpartum, la c'est ça? réalité, en fait, des Heu, saignements, du des baby douleurs. blues, des choses comme Ouais, ça, parce que de la dépression. moi-même, j'ai été surprise par ça. Complètement. Alors que j'étais ultra heureuse d'accueillir ma fille, j'ai toujours eu cet instinct maternel et cetera et tout ça. Mais quand elle est arrivée, pendant 15 jours, j'ai eu du mal à accepter d'être mère. C'est Ouais. fou et on n'en parle pas et moi, je culpabilisais énormément de pleurer juste à au fait de la regarder. J'angoissais, je me disais: «Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourquoi j'ai fait ça?» Enfin et sur le moment, je culpabilisais. Je me suis dit: «Mais tu es une mauvaise mère» et on n'en parle pas. C'est pour ça que c'est important d'en parler Exactement. et la mort, c'est pareil. Et c'est effectivement en parler donc avec, bah, par exemple sa sage-femme vu qu'on fait des cours de Mmh prépa mh. à la naissance, qui je rappelle sont pris à 100 par la sécurité sociale quand même. Donc vraiment tout le monde peut le faire. En parler entre femmes aussi, comme tu le dis, vraiment, parler de la réalité des choses. Ouais. Mmh mh. Vraiment de la réalité et je pense que le choc serait moins important si juste c'était, si juste on savait tous que c'est un fait, il y a telle douleur, telle chose et en fait aujourd'hui c'est vraiment important, en termes de santé publique parce que je sais pas si tu en as entendu parler Sabrina, mais, là il y a de nouvelles enquêtes qui ont été faites et depuis, l'année dernière, la première cause de mortalité l'année qui suit la naissance d'un enfant, Mmh. là où avant c'était les problèmes cardiovasculaires, bah, maintenant la cause numéro 1 c'est passé au suicide maternel. Donc on Terrible. doit parler Ouais, de ce que les femmes je suis d'accord. vivent après la naissance et c'est pas juste l'accouchement s'est bien passé sur le papier, l'enfant va bien et donc Mmh. tout va bien. C'est effectivement comme tu le dis en ça où la naissance, c'est tabou parce que ça ne devrait être que de la joie. Ouais, mais non. Après, la vie n'est pas rose, hein, les accouchements non plus. C'est pas toujours, pour, Bah, tout le c'est monde. ça, On dit toujours: «C'est le plus beau jour de ma vie». Non, pas pour tout le monde. c'est Et exactement c'est ça. OK. Et c'est OK, mais c'est vrai que, ouais, c'est important, Ouais. ouais, de communiquer sur la vie, sur la mort, sur tout, en fait.
Quel est votre avis sur l'euthanasie Ah, pour la fin de vie? Est-ce qu'on peut décider de la mort? sujet extrêmement complexe. Favorable, je dirais oui, mais je pense que ça ne doit pas se faire n'importe comment. Il faut pas que les gens en jouent et en usent trop. Si vraiment une personne sait qu'elle est condamnée, qu'elle est en souffrance, pourquoi s'acharner? C'est ce que je me dis. Donc, si leur seule volonté, c'est de pouvoir euh, mettre fin à ces souffrances, pourquoi leur interdire? Euh, mais ça doit être pareil, légalement parlant, il faut que ce soit ultra bien, bien monté et très 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 bien géré surtout. Après, moi, je vois pas du tout d'inconvénient à l'euthanasie, mais voilà, avec les petites astérix, quoi, comme sur les petits contrats d'assurance. C'est une question que je me suis beaucoup posée, forcément étant en contact avec la naissance, j'ai quand même un grand, grand amour de la vie, Mm. pas que pour moi, mais pour les humains en général. J'aime bien que les humains soient en vie et profitent de leur vie. Oui, c'est mieux quand même. Voilà. Mais c'est vraiment, enfin, pour le coup, enfin, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, la vie, tu vois, d'en jouir pleinement. Heu et c'est vrai il y a quelques années, je ne comprenais pas et puis je me suis informée et j'en suis venue, à la même réflexion que toi. Hem, Dans le cas vraiment d'une souffrance extrême, hyper bien cadrée, hyper, hyper bien Ouais. cadrée, parce que, si c'est, heu, mal cadré et que juste il suffit de commander en ligne, pour le 12 novembre, Oui, c'est ça. heu, faudrait pas qu'il y ait une espèce de, je sais pas comment dire, ça me fait penser comme si la vie tout à coup, «Bon c'est bon là, J'ai décidé j'ai que vécu ce j'allais que j'avais à ouais, vivre» voilà. Non, il et faut pas que ce soit ça. heu, c'est une chance d'être en vie, hem, c'est et là je suis sûre qu'il y a des gens qui se disent: «C'est pas une chance pour tout le monde en fait Charline, la vie elle est dure» et cetera et je suis d'accord, il y a plein d'injustices mais justement je pense que c'est là que je refais le lien avec la gratitude. Il y a une espèce de foi en moi qui croit vraiment que ça peut aller mieux. Je sais pas si c'est, si c'est juste que je suis utopiste, je ne sais pas. Espoir. Mais, ouais, que, j'ai vraiment envie de dire, en fait non, vraiment est-ce que tu as tout essayé, quoi? Est-ce que c'est la dernière ressource que tu as? Est-ce Ouais, que, il dernier y a pas, recours. ouais, j'ai, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est tous tellement trop seuls, tellement pas assez accompagnés, tellement, qu'on est trop individualiste et pas assez en collectif, que parfois j'ai envie de dire: «Mais je t'assure, tu crois que tu manquerais à personne, mais en fait, tu es une pièce du puzzle et tu le sais pas». C'est le Heu, problème du suicide aussi, hein. On y est oui confronté à et ce en même genre. temps, vraiment, je suis personne pour juger, tu vois? Vraiment, Ah je vais non, mais pas, bien sûr. Mais justement, les gens ne communiquent pas assez entre eux. Les gens sont trop individualistes ouais. et c'est ce qui est dommage aussi. En fait, c'est ça, j'aimerais surtout pas que l'euthanasie soit un espèce de une illustration de notre échec à prendre soin les uns des autres, Mmh mh. tu vois? Par contre, si on a tout fait, Ouais. peu importe la problématique et que, là, effectivement, tu parles d'extrême souffrance et un peu à quoi bon, quoi? Ouais. Moi, je suis pour. Ouais. Souvent, quand on devient dépendant en vieillissant, on est regroupé dans des EHPAD, entre grabataires. Il y a aujourd'hui, comme une dissimulation de la fin de la vie. Pendant longtemps, dans des civilisations, on mettait, et les générations adultes avec les enfants et les personnes âgées. Aujourd'hui, on regroupe les personnes âgées ensemble. Est-ce que ça veut dire qu'on cache la fin de la vie parce qu'on en a honte? Je pense que ça n'a rien à voir avec ça. Je pense qu'on met des personnes âgées dans des EHPAD pour qu'elles soient prises en charge par du personnel soignant, qu'elles soient ensemble, pas pour cacher le fait qu'ils doivent mourir. On sait qu'ils partiront.
comme chaque être humain sur Terre. Je pense qu'on les met dans des EHPAD tout simplement parce que les familles n'ont pas la possibilité ou n'ont pas l'envie, pour certaines, ou n'ont pas suffisamment ouais, le courage aussi des fois, ou la volonté de garder son aîné auprès de soi. C'est pas donné à tout le monde. Certes, à l'époque, c'était quelque chose qui était assez traditionnel, mais on est en 2025, les choses évoluent et le fonctionnement des familles également. Je pense pas que c'est un rapport avec le fait de vouloir cacher la mort, qu'on mette des personnes dans des EHPAD, parce qu'au final, dans ce cas, il faudrait qu'on se cache tous, quoi. Pour moi, c'est pas forcément le problème en soi, l'EHPAD, mais plutôt, presque individuellement certaines structures parce que, en tout cas, le problème, c'est que, quand il y a des structures qui manquent de financement, en fait, c'est difficile de bien prendre soin. Je trouve que c'est Mmh. plus dans ce sens-là. Hem Et en fait, je me disais, bah, on prend pas si soin de la naissance non plus. C'est pas caché, mais franchement, l'état des maternités aujourd'hui en France, je veux dire les politiques publiques vont mettre parfois plus d'efforts sur, le fonctionnement même du gros de la société et je suis pas politique et je ne prends pas de décisions donc Ouais. voilà. Mais prendre soin du début, prendre soin de la fin, enfin, je m'y connais moins sur la fin, mais en tout cas, je trouve qu'on manque de moyens financiers et humains, surtout humains, pour, bien accompagner. Hem, je pense, bah, par exemple aussi à tout ce qui est service de soins palliatifs. En fait, bien évidemment qu'ils aimeraient être beaucoup plus et offrir plus que des enfin plus quoi, plus. Et en tant que soignant, en tout cas, c'est difficile, de pas avoir suffisamment de ressources humaines et financières pour prendre davantage soin, de nos aînés et des naissances. Il faut être honnête, une personne qui rentre à l'EHPAD n'en ressortira jamais Mmh. vivante. On le sait, donc on les accompagne justement jusqu'à ce jour-là. Donc je trouve pas qu'on cache la mort. Par contre, la mort est très mal prise en charge quand elle survient. Parce qu'on parle de l'état des maternités, mais l'état des morgues en France, c'est Oui. catastrophique. Quand on voit déjà où elles sont placées dans les milieux hospitaliers, on se dit: «Mais on n'est rien, en fait. On Mmh. n'est pas du tout considéré. Ouais. On vient de dépenser beaucoup d'argent dans cette clinique pour être soigné, mais du moment qu'on décède, Mmh. terminé». C'est souvent au Et fin c'est fond du horrible. sous-sol, Fin fond du sous-sol, à côté du local poubelle, à côté du stand de livraison. On est plus rien, on n'est plus considéré. Et ça, ouais. ça, on le cache, ouais. Mais il faut le dire. Mmh. Parce que ça, c'est la vérité. Qu'est-ce que tu as Complètement. vu de pire de ce point de vue-là? Moi, j'ai vu des établissements hospitaliers qui font payer des prestations extrêmement chères, où il faille aller chercher des corps vraiment à côté d'un local à poubelle. On est obligé de se faufiler entre les déchets pour aller chercher des êtres humains. Mais c'est quand même catastrophique parce que le milieu hospitalier, c'est censé d'être un milieu d'humanité où on accompagne les gens dans leurs soins. Mais du moment qu'ils décèdent, il faut quand même les accompagner parce que ils ont quand même dépensé une certaine somme dans cet établissement pour être soignés. Je pense qu'ils méritent de partir aussi dans la dignité. Et je trouve ça. Enfin, après, c'est que mon avis. Il y en a certains sûrement qui vont dire non, mais Sabrina, ça va pas de dire ça. Mais c'est mon avis. Pour moi, l'humanité, quoi. Enfin, à un moment donné, je le vois et moi, je suis outrée quand je vais chercher des défunts, quand je vois dans quel état on les récupère, quoi. Je me dis, mais waouh! Enfin, comment ça se fait que dans un établissement hospitalier, on a pris en charge une personne de son vivant, mais du moment qu'elle décède, on n'en a plus rien à faire, quoi. C'est triste quand même. Mmh. Et je trouve ça horrible. Et du coup, c'est vrai que j'ai vu des choses comme ça assez aberrantes. Je pense que même pour l'accueil des familles, parce qu'il y a des morgues qui donnent accès aux familles pour qu'elles puissent aller se recueillir les heures après le décès. Ou même, il faut savoir que en France, on a le droit à 3 jours de gratuité dans les établissements hospitaliers qui sont habités d'une morgue. Du coup, les familles vont des fois voir leurs défunts à cet endroit-là. Et les locaux, Mmh. les locaux, enfin,
on n'a pas envie d'y descendre, quoi. Enfin, c'est pas accueillant. Je veux dire, une famille qui vient de perdre un défunt, mais qui le voit là, pas préparé, dans un endroit lugubre, froid, enfin, c'est horrible. Et je trouve que on met pas assez en avant aussi, on oublie trop les personnes qui décèdent, ouais. C'est triste. Est-ce que vous auriez une question l'une pour l'autre? Est-ce qu'il y a des choses que tu refuses de faire et par exemple t'adresses à un confrère? Et dans choses que tu refuses de faire, ça peut être aussi des personnes que tu refuses d'accompagner. J'en ai parlé sur une autre interview, ce qui a généré beaucoup de haine d'ailleurs derrière et Ah. de débats. Bon bah désolée, Non, non, tu mais, peux mais c'est changer de important réponse, hein, si tu veux. c'est important d'aborder le sujet. Oui, ça m'est arrivé de refuser quelque chose. J'en ai déjà parlé. Je me suis faite incendier par rapport à ça, donc ça me permet aussi de m'exprimer. Euh, J'avais refusé le costume de Hitler pour un défunt. Et il y a plein de gens qui m'ont incendié en me disant: «Mais t'as pas le droit, t'es qui pour prendre cette décision?» et cetera. Faut savoir qu'en France, il y a des lois et en fait, un costume d'Hitler, c'est considéré comme apologie du mal et C'est pénalisé? c'est pénalisé par la loi, clairement. Donc tout ce qui n'est pas légal, je ne peux pas l'accepter et ça, les gens n'ont pas compris. Ils pensaient que c'était parce que c'était enfin, non, c'est la loi, c'est comme ça. Je n'ai pas le droit. Et, et bon, après, voilà, je l'ai bien expliqué à la famille. Et donc, on n'a pas mis le costume d'Hitler au défunt. Ça m'est aussi arrivé pas de lever le ton, mais de faire comprendre à une famille que je ne les accepterais pas si, s'ils avaient ce genre de comportement, pour la simple et bonne raison que j'en ai aussi parlé. J'avais un de mes porteurs qui était de couleur. Et la famille refusait qu'il porte pour la cérémonie, sous prétexte qu'il était de couleur. Et en fait, je leur ai dit: «Vous pouvez aller voir ailleurs», clairement. Parce que, dans mon entreprise, en fait, ce sont pas mes valeurs. Ce sont pas mes valeurs, je peux pas accepter ça, je peux pas accepter je sais qu'il y a encore du racisme en 2025, malheureusement. Je suis pas totalement abrutie, je sais que ça existe encore comme certains, ont pu me le faire comprendre. Hem, mais je suis offusquée de voir à quel point les gens peuvent être méchants et et dans les pires moments de la vie, penser à des choses comme ça, quoi. Et moi, pour moi, c'est inconcevable d'accepter, ce genre de comportement. Je pense que si plus de monde était comme moi, peut-être que le monde irait mieux aussi. De se dire: «Non, là, c'est pas bien, stop», plutôt que de laisser faire les choses, en fait, aussi. Et en tout cas, dans mon entreprise, il est hors de question, que le racisme fasse place, que la discrimination fasse place, que on se doit d'être tolérant, d'accepter tout le monde. On fait toutes les religions, on a toutes les orientations sexuelles, tous les partis politiques, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On se doit d'être neutre et tolérant et c'est vrai que, ouais, c'est malheureusement, ouais, j'ai déjà eu, refusé. Bon, finalement, la famille, ils m'ont quand même pris. Ils ont quand même accepté que mon porteur, puisse travailler pour au final venir me dire à la fin: «Il a bien travaillé quand même». Je Quand vous l'ai même. dit. Ça t'est déjà arrivé de faire face à des situations de racisme, Charline? Très rarement. C'est ouf parce que c'est la première fois qu'on me pose la question. On m'en parle jamais et moi, j'en parle jamais. Mais ça m'est arrivé. Je bossais dans une maternité et le mec, enfin le père, me me demande d'où je viens. Mmh. Donc je lui donne ma ville de naissance, qu'il connaît vu que c'est dans le même département. Il me dit: «Mais non, mais vous venez d'où?» Je dis: «Bah, toujours du même endroit, du nord en gros». Villeneuve-d'Ascq pour ceux qui connaissent et à côté de Lille et après, bref, je reste calme
Et je me souviens que je dois les amener dans une autre pièce pour un examen, donc je leur demande de me suivre et il me dit: «Vous pouvez répéter? J'ai pas compris avec votre accent». Je dis: «Mais je j'ai pas d'accent». Il me dit: «Bah si, vous avez un accent». Et franchement, j'ai été décontenancée parce que comment expliquer à quelqu'un que enfin, je n'ai pas d'accent et encore moins l'accent qu'il voudrait me donner vu que littéralement, je suis une pure ch'ti, donc à la limite, je pouvais avoir le même accent que lui, mais je sais pas quel accent il voulait me donner, soit d'Afrique noire, soit des Antilles, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas grandi avec des personnes avec cet accent autour de moi, donc je pense que je n'ai vraiment pas cet Mmh. accent et je savais pas comment lui prouver que je n'avais pas d'accent, vu que je n'ai pas d'accent. C'est compliqué. Et vraiment, ça m'a décontenancée. Je suis bien évidemment restée calme et professionnelle. Mais oui, je me souviens particulièrement de cette, situation-là qui franchement, de souvenir, ne s'est pas reproduite. Je pense, à l'inverse, j'ai toujours eu, des patients de toute ethnie et ce qui est drôle, c'est que souvent, on sait pas trop de quelle origine je suis et donc vraiment dans ma vie, on a déjà pu me demander si j'avais des origines aussi bien brésiliennes qu'asiatiques, du Maghreb, d'Afrique noire, enfin, je pourrais complètement raconter n'importe quoi, j'ai l'impression. Et donc parfois, à l'inverse, on a plutôt trouvé en moi une forme de compréhension dans le fait que d'autres personnes pouvaient vivre, du racisme, voilà, quotidiennement, des petites violences quotidiennes, voilà. C'est un combat, ça aussi, le racisme. Un gros combat. Sabrina, est-ce que tu as une question pour Charline? Qu'est-ce qui te rend le plus heureuse et est-ce que tu es vraiment heureuse et épanouie dans ta vie? Bah, merci pour cette question. Franchement, ça me touche énormément. Qu'est-ce qui me rend vraiment heureuse? Figure-toi que c'est, la question que je me pose depuis 1 an. OK. Il y a 1 an jour pour jour, mon livre est sorti. Donc Le grand guide de ma grossesse sereine. Putain, c'est fou, franchement, tu vas réussir à me faire pleurer, Sabrina. Oups. Et ce livre, c'est un rêve pour moi de OK. l'avoir écrit. Vraiment, tu vois, je me suis toujours dit, je pense depuis que j'ai 8 ans: «Un jour, j'aimerais tellement écrire un livre». Je savais pas sur quoi à l'époque. Hem Et dans ce livre, j'y ai mis, je suis hyper émotive. J'y ai mis, tout, tu vois? Toutes mes connaissances, tout l'amour de mon métier, tout l'amour OK. pour mes patientes, tout ce que mes collègues ont pu, m'apprendre, tout ce que mes patientes ont pu m'apprendre. J'ai vraiment, pour le coup, je l'ai écrit en me disant: «Si je mourais demain, Mmh. j'aurais pas de regrets», tu vois? OK. Ce livre, j'aurais pas de regrets. Ce livre, il arrive à la fin d'un cycle. L'une des choses qui m'a donné l'impulsion d'oser me lancer sur les réseaux, c'est que ça faisait plusieurs années que j'avais envie de faire ça et pour le coup, j'ai été confrontée à des décès. OK. J'ai perdu 4 amis de mon âge en 4 ans. Mmh. Donc c'était dur. Ouais, je comprends. Donc forcément, suite au dernier, j'ai quitté l'hôpital parce que je n'en supportais plus travailler dans ces conditions. Je me suis installée en libéral parce que de toute façon, c'est ce dont je rêvais et je voulais me mettre sur les réseaux, mais j'avais pas osé et j'ai repensé à mon ami, Thibaut, qui est décédé et qui m'a toujours dit, on se connaissait depuis les études et il m'a toujours dit: «Charline, je te jure, tu te brides trop. T'as plein d'idées, t'as plein d'envies, mais t'as peur et tu te brides trop et tu montres pas aux gens, qui tu es et ce que t'as. Genre lâche, vraiment lâche». Mmh. Et du coup, c'est ce qui m'a aussi donné l'impulsion de me lancer sur les réseaux. Je me suis dit, en fait, mes 4 potes qui sont décédés, c'était des mangeurs de la vie, tu vois? Mmh. Ils profitaient de la vie pleinement, tous et franchement, c'est vraiment ce qu'ils m'ont laissé là où moi, de par mes peurs, de par mon éducation, j'étais vraiment le côté la bonne élève, bien, qui reste dans le cadre, qui veut bien faire les choses, qui pèse ses mots. Et là, je me suis dit: «Ben, fuck, en fait. Peu importe ce que les gens pourraient dire de moi, une sage-femme sur les réseaux, c'est pas très sérieux alors qu'on est censé être sérieux» et j'y suis allée.
c'est ce qui m'a aussi du coup donné l'opportunité d'écrire ce livre parce que j'ai rencontré une maison d'édition incroyable qui est Marabout. Et finalement, j'ai eu l'impression en bouclant ce livre, en fait, que je me suis dit, bah tu vois, si je mourais demain, aujourd'hui, j'ai vraiment la vie rêvée. Et en fait, c'est ce qui me drive depuis ces décès. C'est que tous les choix que j'ai faits, c'est il faut que je me dise, si je meurs demain, j'ai pas de regrets. Sauf que quand tu as accompli, quand tu as écrit ton livre, quand tu te sens bien dans ta vie personnelle, dans ta vie familiale, dans ta vie professionnelle, que j'avais mon cabinet et mes patientes, j'étais là genre, bah et maintenant? Et ce qui fait que ça fait 1 an que je suis en re-questionnement de ce qui me fait plaisir. Forcément, j'ai eu un down post-écriture du livre, un baby blues. Ouais. Et donc là où je pensais que j'avais appris à sortir un peu plus du cadre de ce qu'on attend de moi, c'est bête, mais par exemple en arrêtant de lisser mes cheveux, bah, je me rends compte que pas tant que ça et qu'aujourd'hui les réseaux sociaux pourraient presque de nouveau m'enfermer dans ce qu'on attend d'une sage-femme. Par exemple, je me suis dit: «Qu'est-ce que les gens vont penser que j'ai du vernis à ongles alors que je suis sage-femme et que pour travailler, je dois pas mettre de vernis et que j'ai plein de bijoux et que je suis méga maquillée?» Mmh. Est-ce que c'est l'image qu'on a d'une, pro de santé? Est-ce qu'ils vont penser de moi que je suis suffisamment sérieuse ou pas? Heu, je dis pas que j'ai pas eu peur, mais je l'ai fait et donc aujourd'hui, ce qui me rend heureuse, je suis en train de le découvrir, figure-toi et en fait, il y a beaucoup de choses qui sont en dehors de ce que les gens pourraient attendre de moi. C'est que je pense que même si je m'amuse sur les réseaux, je m'amuse pas assez. Heu, je fais pas des choses pour plaire, mais il y a des choses que je m'empêche de faire, de peur de déplaire. Heu, j'ai envie de davantage m'amuser, de mettre davantage d'humour, de dire davantage de ce que je pense et je suis super contente de notre échange, Sabrina, parce que ça me fait du bien de parler en jeu aussi dans ce que je ressens et ce que les idées que j'ai sur la vie et la mort. Hem et je me suis mise au théâtre et Trop voilà bien. et je fais des cours de théâtre et ça me met dans une joie folle et je vais partager ce que j'ai appris du théâtre. Après, je vais arrêter avec ma réponse super longue, mais merci pour ta question. Le théâtre, ce que ça m'apporte, c'est que là où dans la société, on peut parfois mal vivre de se sentir différent, même si on aime bien être singulier, la réalité, c'est qu'on est singulier, mais pas trop quand même, parce que ça peut être difficile de se sentir différent. Et merci aussi de m'avoir posé la question du racisme, parce que j'en ai jamais parlé, mais clairement, j'ai vécu avec cette différence. Et ben le théâtre nous apprend que justement, pour de vrai, en fait, c'est pas une grande théorie, mais pour de vrai, ce qui fait qu'on aime ce que tu joues sur scène et ce qui fait qu'on aime ce que tu es et ce que toi tu proposes, Sabrina, à tes clients et ce que moi je propose, Charline, à mes patients, c'est exactement notre singularité qui fait qu'on est qui on est et que vraiment, en fait, il faut pas s'en cacher et qu'il faut honorer notre singularité. Que c'est ça être en vie, en fait. Comme je dis souvent, on n'a pas le temps de perdre du temps et perdre du temps, c'est ce qu'on pourra dire ou penser de nous. C'est vrai. Est-ce qu'on peut dire que la mort t'a ramené à la vie, du coup, quelque part? Clairement oui, mais je sens que maintenant j'ai fait mon deuil Ouais. et je suis plus sur ce tremplin, Mmh. que cet élan post-deuil, donc comme si tout à coup il fallait m'en trouver un autre ou juste accepter que ça ralentisse, tu vois? Mais complètement, ouais, Ça a été, le un pire, tremplin, la mort a été un tremplin ouais, aussi pour, franchement, pour ton autant, je le souhaite à acceptation personne, aussi. hein. Bien sûr, Vraiment, bien je sûr. suis pas du genre à dire: «Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts». J'aime pas trop Mmh, cette phrase parce que j'ai bien sûr. franchement pas envie d'être plus forte, en toute honnêteté. Je c'est bon. Les défis de la vie, Ouais, franchement, on en a c'est bon. assez là, c'est bon. On a une autre dose. Ouais. Et qu'est-ce qui te rend vraiment heureuse, toi, Sabrina, dans la vie et es-tu vraiment heureuse? Je dirais pas que je suis heureuse, mais je dirais pas que je suis malheureuse. On va dire que je suis un entre-deux. Ou, mais, en tout cas, je sais que mon travail m'épanouit et me rend réellement heureuse et ma famille aussi. Ma famille, c'est-à-dire, mon mari, ma fille et les amis qui sont sincères et autour de moi me rendent heureuse. C'est un long chemin, hein, on a notre lot de choses compliquées, hein, Bien sûr. le burn-out, je sais très bien ce que c'est aussi et tu pas mis de mots dessus, mais je l'ai bien compris et
Mais voilà, je pense que rebondir aussi, c'est important et moi, en tout cas, je dis que la mort m'a ramenée à la vie. Ouais.